Bonjour à tous, je me prénomme Gaël, indicatif F4 IHEG et j'anime la chaîne YouTube Rando QRP. Si vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai publiées dans la chaîne, vous aurez sans doute remarqué que je réutilise parfois certains éléments d'une antenne pour une autre. Étant donné que je m'apprête à nouveau à faire la même chose dans ce tutoriel, je pourrais presque dire que je n'utilise pas des antennes uniques, mais en quelque sorte un système modulaire d'antennes HF. Effectivement, à partir de quelques éléments communs, tels que brin télescopique, extension alu, système de haubanage, transformateur d'impédance, système de contrepoids, il y a moyen d'assembler certains éléments d'une certaine manière afin d'obtenir plusieurs antennes différentes et efficaces sur le terrain. Dans des vidéos précédentes, j'ai déjà présenté une antenne verticale multibande portable et une antenne Delta Loop portable avec balloon 4 pour 1. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces deux approches se complètent pour construire une troisième configuration, une antenne verticale HF inspirée de l'antenne Rybakov, compacte, légère et multibande. On doit le design de cette antenne à un radioamateur italien nommé Enrico Liperni, indicatif India Victor 3, Sierra Bravo Echo, qui est aussi au Kenya, 5 Zulu 4 Echo Sierra. Au milieu des années 2000, Enrico cherchait à concevoir une antenne verticale multibande pour les opérations en portable, telles que le SOTA, le IOTA, etc., qui soit à la fois très légère, bon marché et facile à déployer. Il a mis au point ce système utilisant une canne à pêche en fibre de verre et un fil non résonant d'environ 7,6 à 8 mètres, couplé à un transformateur Unun 4 pour 1 à la base. Il l'a baptisé Rybakov 806. 806 pour signifier sa couverture théorique de la bande des 80 mètres jusqu'à celle des 6 mètres, à l'aide d'une boîte d'accord. Le nom Rybakov vient du russe rybak, qui signifie pêcheur, en référence à l'utilisation d'une canne à pêche comme support. Enrico a donné ce nom à consonance russe à son antenne, qui était une manière de souligner son côté robuste, rustique et système D. Qu'est-ce que l'antenne Rybakov au juste? Il s'agit d'une antenne verticale, non résonante, alimentée par un transformateur d'impédance, souvent 4 pour 1, et utilisée avec un coupleur. L'idée clé n'est pas la perfection électrique, mais la simplicité et la polyvalence en portable.
Le système que je vous propose aujourd'hui repose donc sur une architecture volontairement simple. Un élément rayonnant, un dispositif d'adaptation et un ensemble de contrepoids. C'est ce principe qui rend l'antenne Rybakov très pratique en portable, en activation SOTA, POTA, IOTA ou pour des communications d'urgence, de secours. Elle est relativement légère, peu encombrante, rapide à installer et elle peut couvrir une large partie du spectre HF. L'élément rayonnant est constitué d'un brin télescopique de 5,60 m auquel viennent s'ajouter deux extensions alu de 1 m chacune pour atteindre une longueur totale de 7,60 m environ. J'utilise une entretoise hexagonale en M10 de 30 mm pour fixer le brin télescopique sur l'une des extensions alu. Pour l'adaptation, je réutilise tout simplement le ballon 4x1 déjà employé avec l'antenne Deltaloop portable présentée précédemment. On est donc dans une logique de continuité et de mutualisation des éléments. Le système de contrepoids est directement issu de la verticale multibande portable. Pour les premiers essais, j'ai utilisé 4 jeux de 2 fils de 5,50 m et apparemment cela est suffisant. Ces contrepoids sont essentiels. Ils assurent la fermeture du circuit RF et contribuent à stabiliser le fonctionnement global de l'antenne. Pour connecter les 4 jeux de contrepoids au bas de l'antenne, j'utilise une simple rondelle inox de 40 mm de diamètre avec ici un trou en M10. J'utilise aussi des pinces crocodiles sur lesquelles je connecte les fiches bananes de 4 mm et qui viennent pincer la rondelle. Ici une ligne coaxiale pourvue d'une huitaine de ferrite pour éviter les courants de gaine. Et là, un système de haubanage car l'antenne a une certaine prise au vent et le sol sur lequel vous déployez l'antenne peut être meuble. Si vous voulez reproduire cette antenne, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Ah là 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 là. Les 7,6 mètres du radiateur de l'antenne n'ont pas été choisis au hasard par Enrico. Cette longueur évite de tomber sur une demi-longueur d'onde exacte sur les bandes les plus utilisées, qui sont le 40 et le 20 mètres. Il a cherché à éviter des points de haute impédance sur ces deux bandes. Comme toute antenne verticale alimentée via un transformateur, l'impédance au point d'alimentation varie selon la fréquence. Le ballon 4x1 joue ici un rôle d'adaptation intermédiaire, tandis que le coupleur ou le tuner prend en charge les ajustements restants. Le système de contrepoids est déterminant. Sans lui, les pertes augmentent sensiblement et le câble coaxial peut commencer à rayonner. Ce qui dégrade les performances, le comportement de l'antenne qui devient instable et dépendant de l'environnement. Au final, on se retrouve donc exactement avec la même logique que pour l'antenne verticale multibande portable, déjà présentée, mais avec une approche, je dirais, plus épurée. Et j'utilise la modularité de certains éléments en les réutilisant. Et voilà à quoi ressemble l'antenne. Oh là là, il se met, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, il est temps de se mettre à l'abri. Oh, truc de fou. C'est l'enfer aujourd'hui. Hein. Voici l'antenne montée. Cette configuration favorise un angle de rayonnement bas, ce qui la rend particulièrement intéressante pour le trafic longue distance en portable. Voici différents éléments, dont certains accessoires que j'ai fabriqués dans de précédentes vidéos. Plutôt que de considérer ces réalisations comme 3 antennes distinctes, on peut désormais les voir comme les différentes déclinaisons d'un même ensemble modulaire.
Avec exactement les mêmes éléments de base, il est possible de configurer plusieurs types d'antennes selon le besoin du moment. On retrouve d'abord la verticale multibande, basée sur un radiateur vertical, une bobine d'induction variable, une extension ALU, cet ensemble étant associé à un réseau de contrepoids. C'est une configuration particulièrement efficace pour le DX, même si ses performances restent assez dépendantes de la qualité du sol. À l'opposé, la Delta Loop portable adopte une structure fermée. Alimentée via le Balloon 4x1, elle offre un très bon rendement global, avec en prime un niveau de bruit souvent plus faible, ce qui la rend confortable à l'écoute. Enfin, la configuration présentée aujourd'hui, inspirée de la Rybakov, se situe un peu entre les deux approches. On y retrouve un radiateur vertical modulable, constitué du brin télescopique et de ses extensions, associées au Balloon 4x1 et au même système de contrepoids. Sa particularité est de fonctionner sans résonance fixe, ce qui implique l'utilisation d'un coupleur, mais lui confère en échange une grande souplesse d'utilisation sur le terrain. Autrement dit, il n'est pas nécessaire, à chaque changement de bande, de régler la longueur physique du radiateur ou d'agir sur une bobine d'induction. Au final, il ne s'agit donc pas de trois antennes différentes au sens strict, mais bien de trois façons d'exploiter un même kit en adaptant simplement l'assemblage aux contraintes et aux objectifs du moment. Alors maintenant, petite précision importante. Dans la version classique de l'antenne Rybakov, on utilise normalement un Unun 4x1. De mon côté, vous l'aurez remarqué, j'utilise un Balloon Guanella 4x1 qui était destiné, comme je l'ai expliqué précédemment, à mon antenne Delta Loop multibande portable. Donc oui, on n'est pas exactement dans un montage académique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout incohérent. Pourquoi? Parce qu'avec les contrepoids, on améliore le plan de retour RF, ce qui permet au système de fonctionner correctement. Et ce balloon, utilisé ici comme dispositif d'adaptation intermédiaire, peut aussi contribuer à limiter une partie des courants de gain, sans pour autant les supprimer complètement. Les ferrites disposées sur le câble coaxial côté antenne sont là pour cela également. On se retrouve donc avec un montage un peu hybride, mais qui reste propre du point de vue RF. Et surtout parce qu'au final, et c'est ça qui compte, ça fonctionne sur le terrain. Avec seulement 3 à 5 watts, j'ai des reports reverse beacon en Europe, en transatlantique, sur plusieurs bandes. Donc à un moment donné, la théorie c'est important, mais le retour terrain l'est tout autant. Alors oui, certains vont dire, il faudrait un Unun. Ce n'est pas une vraie Rybakov. Et ils auront raison, sur le papier. Mais ici, l'idée n'est pas de reproduire un schéma à la lettre. L'idée, c'est d'utiliser du matériel existant de manière intelligente et d'obtenir une antenne efficace, légère et polyvalente. Et au fond, c'est exactement l'esprit de la Rybakov originale. Quelque chose de simple, robuste et un peu système D. Alors, on pourrait se poser une question. Si ce montage précis fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça partout? En fait, une antenne verticale reste un système naturellement asymétrique, même avec des contrepoids. On n'obtient jamais quelque chose de parfaitement équilibré. Dans une configuration classique, on utilise donc un Unun, qui est simplement plus adapté par défaut et donne des résultats plus reproductibles selon les environnements. Pour utiliser l'antenne sur différentes bandes, l'utilisation d'un coupleur est nécessaire. Si vous possédez un G90, son coupleur interne devrait faire le travail. Idem pour le X6100. J'utilise quant à moi essentiellement l'ATU 100M Pro avec mes radios QRP que je vous recommande puisqu'il fonctionne avec une puissance d'entrée réduite et qu'il est capable d'accorder cette antenne sans difficulté dans différentes bandes. On peut fort bien utiliser aussi
un coupleur manuel avec un nano VNA, mais le réglage sera un peu plus long tout en étant relativement précis. Sachez que le terme coupleur d'antenne est trompeur. Le coupleur ne modifie ni la longueur physique ni la résonance de l'antenne. Il agit seulement comme un dispositif d'adaptation, d'impédance entre la radio et l'antenne. Et ce que je vais dire à présent est essentiel. Un ROS faible ne signifie pas forcément que l'antenne rayonne efficacement. Cela signifie seulement que l'adaptation entre l'émetteur et le système antennaire est correcte. À quel endroit disposer le coupleur, la boîte d'accord? Si vous utilisez une radio avec un coupleur interne, la question ne se pose pas. Mais si vous disposez d'un coupleur d'une boîte d'accord externe, deux options s'offrent à vous pour son emplacement et celui-ci peut avoir de l'importance. Si le coupleur est à côté de la radio bien intégré à cette dernière, il crée une adaptation d'impédance pour que l'émetteur voit 50 ohms et ne réduise pas sa puissance si celui-ci dispose d'une protection contre le ROS, le rapport d'onde stationnaire. Cependant, le câble coaxial entre le coupleur et l'antenne travaille avec un ROS élevé, ce qui engendre des pertes diélectriques et thermiques dans le câble. Autrement dit, une partie de l'énergie HF est dissipée en chaleur dans l'isolant et les conducteurs du coaxial, surtout si celui-ci est long ou de faible qualité. Autrement dit, dans cette configuration, c'est l'ensemble ligne plus antenne qui constitue le système accordé. Il est donc nettement préférable d'avoir le coupleur, la boîte d'accord, au pied de l'antenne. De cette façon, le câble coaxial travaille à un ROS proche de 1 pour 1. Et toute l'énergie est transmise au transformateur Unun 4 pour 1, ce qui minimise les pertes en ligne. Bien entendu, comme toute antenne verticale compacte, non résonante, cette configuration implique aussi certains compromis. Même si cette antenne est très polyvalente, son rendement dépend fortement de l'environnement de déploiement, de la qualité du sol et surtout du système de contrepoids utilisé. En pratique, ce type d'antenne donne généralement ses meilleurs résultats entre la bande des 40 mètres et celle des 10 mètres. Sur le 80 mètres, avec un radiateur de seulement 7,6 mètres, on est forcément dans une configuration de compromis, même si l'antenne peut être, malgré tout, être accordée par le coupleur. Je n'ai d'ailleurs pas réussi jusqu'à présent à faire un QSO sur cette bande avec mon antenne. Sur le 60 mètres, par contre, j'ai pu en faire plusieurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder à l'esprit qu'un ROS faible ne signifie pas automatiquement que l'antenne rayonne efficacement. Le coupleur assure simplement une adaptation correcte entre l'émetteur et l'antenne. Donc une antenne peut être parfaitement accordée tout en ayant un rendement moyen selon la bande utilisée et les conditions de déploiement. Comme souvent avec les antennes verticales, le sol joue ici un rôle très important dans les performances globales du système. Le système de contrepoids est également essentiel. Quelques radians mal disposés ou trop courts peuvent rapidement dégrader le rendement de l'antenne. En contrepartie, ce type de verticale offre souvent un angle de départ bas, particulièrement intéressant pour le trafic à longue distance. Il faut aussi noter que les antennes verticales ont tendance à capter davantage de bruit électrique local qu'une antenne horizontale, surtout en environnement urbain. Malgré ces limites, la Rybakov reste une solution très appréciée en portable grâce à sa simplicité, sa polyvalence et sa rapidité de mise en œuvre. Concernant les contrepoids, il ne faut pas forcément chercher une longueur extrêmement précise de centimètres près. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'avec ce type d'antenne verticale, ces derniers font véritablement partie intégrante du système de rayonnement global. L'objectif principal
et surtout de fournir un chemin de retour RF suffisamment efficace afin de stabiliser le fonctionnement global de l'antenne et de limiter les pertes. Dans une antenne verticale de type Rybakov, les contrepoids interagissent aussi avec le sol par effet capacitif. Mais leur rôle principal reste de fournir un chemin de retour RF pour le courant. Dans cette configuration, j'utilise 4 jeux de 2 fils de 5,5 mètres, ce qui donne déjà de bons résultats sur le terrain. J'ai également ajouté plusieurs ferrites sur le câble coaxial. Ces ferrites agissent comme un choc de mode commun afin de limiter les courants RF circulant sur la gaine du coaxial. Car même si le ballon Guanella peut déjà contribuer à réduire une partie de ces courants de mode commun, l'ajout d'un choc supplémentaire reste préférable avec ce type d'antenne verticale asymétrique. Park to park, go ahead. Echo Alpha 1, Charlie Delta Hotel. Echo Alpha 1, Charlie Delta Hotel. You are 3333.
Quelques précautions d'utilisation. Comme avec toute antenne alimentée par un coupleur, il faut garder à l'esprit que certaines tensions RF peuvent devenir relativement élevées selon la bande utilisée et le niveau de puissance. Il convient donc d'éviter de toucher le radiateur, les connexions ou les contrepoids pendant l'émission. En portable QRP, cela reste généralement très raisonnable, mais il vaut mieux garder quelques bonnes habitudes de sécurité RF. Au final, ce que j'apprécie particulièrement avec cette logique de modularité dont je vous ai parlé, c'est qu'au lieu d'accumuler plusieurs antennes totalement différentes, il devient possible de construire plusieurs configurations efficaces à partir d'un même ensemble d'éléments de base. Selon le terrain, la bande utilisée, le type d'activation ou simplement les contraintes du moment, je peux choisir entre une verticale accordée, une delta loop ou cette configuration inspirée de la Rybakov, tout en réutilisant une grande partie du matériel. Je trouve que cela correspond assez bien à l'esprit du portable, quelque chose de simple, pratique, adaptable et efficace sur le terrain. J'espère en tout cas que cette présentation vous donnera quelques idées pour vos propres expérimentations radio. Au final, cette version inspirée de la Rybakov n'a peut-être pas la prétention d'être une reproduction fidèle au modèle original, mais elle montre qu'avec un peu d'expérimentation, quelques compromis intelligents et du matériel déjà disponible, il est possible de construire une antenne portable réellement efficace sur le terrain. Et je pense que c'est ça aussi qui rend notre hobby passionnant. Tester, adapter, expérimenter, puis partager les résultats. J'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera des idées pour vos propres réalisations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette configuration, ou si vous utilisez vous aussi des systèmes modulaires d'antennes en portable. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement à la chaîne Rondo QRP et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines expérimentations en radio. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. 73 à tous et à bientôt sur la chaîne YouTube Rondo QRP.